La TVT au cœur de l'information. Il est 20h. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Dans l'actualité ce lundi, le 8 mars, en préparation, la Journée internationale des droits de la femme mobilise. Que représente cette journée dans l'imaginaire collectif? Question aux jeunes filles togolaises, vous les entendrez tout à l'heure. Agriculture, la filière des cultures de rente porte aujourd'hui production en hausse, regain d'intérêt sur les marchés. Qu'est-ce qui a changé? Explication à suivre dans cette édition. Et puis, c'est demain mardi que la Cour constitutionnelle se prononce sur les résultats du scrutin présidentiel du 22 février dernier. Mais déjà, les jeunes cadres et entrepreneurs félicitent le président Faure Gnassingbé pour sa réélection et formulent des demandes. Laquelle, précisément, nous le verrons dans le courant de cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Le 8 mars, je vous le disais, c'est dans quelques jours. La Journée internationale des droits de la femme se prépare. Attendu, plusieurs activités qui vont meubler cette journée ici et ailleurs. Au Togo, précisément, que représente cette journée dans l'imaginaire collectif? Qu'en pense la jeune fille togolaise? Une de nos équipes a interrogé les étudiantes sur le campus de l'Université de Lomé. Et voici leur perception de la journée du 8 mars. C'est un reportage de Marie-Ange Bidard. Jeune fille et étudiante, Daniela a un petit ami sur qui elle peut compter, son cahier de cours. Tout comme elle, beaucoup de ses pairs ont compris que passer du statut de la jeune fille à celui d'une femme n'est pas chose aisée. Et si une journée est dédiée à la femme, comme celle du 8 mars, toute son importance et sa place dans la sphère mondiale se passent de tout commentaire. Alors que certaines jeunes filles regardent de loin la célébration de cette journée, d'autres par contre se sentent d'ores et déjà concernées. Nous voyons des femmes dans les entreprises qui portent souvent des pannes, mais l'impact n'est pas visible. Je dirais qu'il faut faire plus que ça. C'est pour valoriser la femme, célébrer la femme quoi, en toute sa grandeur. Et de mon côté, je me sens aussi concernée parce que plus tard, je serai aussi une femme. Le 8 mars n'est pas que pour nos mamans. Les femmes, elles occupent une place importante dans la société actuellement, des places que les hommes ont tendance à négliger. Donc je pense qu'avec l'institution de cette journée-là, on aura au moins une occasion par an d'être célébrés et de leur rappeler la place que nous occupons. Instruite ou pas, campagnarde ou citadine, la jeune fille est impactée d'une manière ou d'une autre par la célébration de cette journée, car elle sème les graines qui verront fleurir plus tard une vie de femme remplie. Remplie car riche d'opportunités créées par les femmes actuelles pour les femmes futures, aussi bien dans le domaine familial que professionnel. En tant que femme mariée, là, ça peut permettre à mon mari de me célébrer au moins une fois dans l'année. Je suis appelée à devenir femme ou dirais-je plutôt femme leader un jour. On parle tout le temps d'équité genre. Ça devrait alerter les hommes ou alerter les grandes structures pour qu'ils sachent que ce ne sont pas seulement les hommes qui sont appelés à exercer certaines fonctions. Et la journée du 8 mars est une journée pour m'inspirer à faire mieux qu'avant, à m'imposer. Les gens ont la perception de considérer la femme une personne limitée seulement au foyer, quoi, à qui les études ne sont pas importantes que l'homme et autres. Mais grâce à cette fête, toutes les femmes savent aujourd'hui qu'elles sont très importantes en fait. La célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars est une initiative louable, reconnaissent beaucoup. Mais une journée sur 365 jours serait trop peu, voire insignifiant. Une seule femme ne suffit pas. Moi, ça me plairait encore dans les jours à venir, si possible, d'augmenter ou bien d'organiser certaines activités pour valoriser la femme. Ça serait vraiment spécial. La femme, elle se valorise de jour en jour. Et il faudrait que nous dépassions cette conception-là de valoriser la femme qu'une seule fois. Femme de demain, la jeune fille aujourd'hui interpelle la société afin d'être prise en compte dans l'organisation d'une telle journée.
Ce sera l'occasion rêvée pour elle de se faire distinguer et de rayonner de mille feux. Et il y a 25 ans, Beijing, rappelez-vous, la déclaration de Beijing donnait le coup d'envoi de cette lutte d'émancipation de la femme. 25 ans après, donc ici, chez nous au Togo, quelle image a-t-on de la femme dans nos sociétés, à nos mamans, nos épouses, nos sœurs, plus de droits concédés aujourd'hui mieux qu'hier? La question est posée, on fait le point dans ce dossier de la rédaction de Cécilie Abilé-Nassibé. La femme émancipée, est-ce elle ou elle? Tout remonte à 1977. La femme réclame son droit de vote aux États-Unis. Pour permettre à la femme togolaise de s'affirmer davantage, le Togo souscrit à la démarche lors de la 4e conférence mondiale sur les femmes à Beijing en Chine. Et depuis, la femme togolaise peut être considérée comme émancipée. On parle de l'équité ou 50-50. La parité révélée. La femme togolaise prend les choses en main. Ce métier n'est pas facile, surtout pour nous les femmes, parce qu'il est considéré comme un métier d'homme. Mais moi, je me sens à l'aise dedans puisque j'ai été toujours passionnée par ce métier. L'équité existe, c'est une réalité, puisque maintenant, je ne suis plus seule à la caméra. Au moins, il y a 2 filles aussi avec moi. Dans le cadre professionnel, quand nous parlons nous voulons l'équité genre, c'est que qu'on nous donne les mêmes chances qu'on donne aux hommes. Quand nous demandons qu'on nous donne les mêmes chances, ça ne veut pas dire de rester les bras croisés, attendre que ça parvienne dans nos mains comme un cadeau du ciel. Non, nous devons nous battre pour arracher ce que nous réclamons. L'équité genre, selon moi, n'est pas encore une réalité. Il nous faut encore des choses à faire pour y arriver. Un rêve, oui, un rêve qui peut devenir réalité, parce que nous pouvons y arriver. On parle de travail d'homme ou travail de femme. On ne trouve pas tellement de différence parce qu'aujourd'hui, nous tous nous faisons le même boulot, nous partons les mêmes heures et nous arrivons les mêmes moments. Moi, je me dis que c'est réel. Genre, quand je vois les hommes faire, ma pensée me dit que c'est pour eux, mais après j'ai réalisé qu'une femme aussi peut y arriver. Et quand j'ai commencé, j'ai aimé. Quand j'ai commencé, que j'ai eu des difficultés, quand je les approche, ils ne veulent pas me montrer, mais il faut chaque fois les amadouer pour arriver à prendre la main chez eux. Droit ou devoir, culture ou éducation, un mélange de tout. La femme togolaise semble se perdre. Pour l'aider à se prendre en charge, le gouvernement entre en jeu. Des mécanismes sont nés. Aujourd'hui, nous avons le fonds FNFI. C'est un fonds qui permet aujourd'hui à la femme togolaise d'entreprendre en termes d'héritage, en termes de droit foncier. C'est vrai qu'il y a un code foncier aujourd'hui. Récemment, avec l'appui de l'institution Conrad, les femmes nous ont fait des témoignages et nous ont montré qu'avec ces formations, elles ont pu quand même hériter d'une parcelle de ce qui leur revenait en tant que fille au sein d'une famille et d'autres en tant qu'épouses parce qu'ayant perdu leurs époux. Ce n'est pas une égalité physique entre l'homme et la femme, mais c'est une égalité de jouissance de droit entre l'homme et la femme. Pour renouer avec plus d'engagement, à éliminer toutes ces inégalités et discriminations à l'égard des femmes, les Nations Unies ont retenu pour la célébration de la Journée de la femme 2020 « Je suis la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes. » Mais seulement, cette équité genre est-elle atteignable? Et le moins qu'on puisse dire, eh bien, c'est que l'image de la femme évolue de jour en jour dans la société togolaise. Ceci nous amène tout droit à ce communiqué de la présidente de l'Assemblée nationale qui informe les honorables députés que, conformément à l'article 55 alinéa 2 de la Constitution, la première session ordinaire de l'année s'ouvre le mardi 3 mars 2020, demain donc à 9h au lieu de 15h initialement prévu au siège de l'Assemblée nationale. Un communiqué donc de la présidente de l'Assemblée nationale. Autre sujet évoqué ce soir, autre bilan, celui des 8 années de l'INAM, l'Institut national d'assurance maladie. Premier bénéficiaire, les agents de la fonction publique. Aujourd'hui, l'Institut étend sa couverture à d'autres couches, mais que pensent les premiers bénéficiaires de cette
des prestations offertes, l'INAM, vu par les bénéficiaires. Reportage de Augustin Kossi. La mise en place du régime d'assurance maladie au Togo relève d'un engagement. Une volonté politique a facilité l'accès aux soins de santé aux agents de l'État. Les portes de l'Institut national d'assurance maladie sont ouvertes il y a plus de 8 ans. Et le pari se gagne peu à peu. Nyandi est un enseignant et fait partie des tout premiers à bénéficier des prestations de l'INAM. Il y a des moments où les temps sont difficiles pour nous. Il n'y a rien dans la poche, l'enfant malade, la femme qui est malade ou bien nous-mêmes sommes malades. Comment s'en prendre, qu'est-ce qu'il faut aller dire à l'hôpital. Maintenant avec l'INAM, au moins c'est vrai, la couverture n'est pas à 100%, au moins à 50%, un produit qu'on te prescrit qui coûte, et si tu es appelé à payer la moitié, je pense que c'est un soulagement. Quoi qu'on dise, c'est un soulagement. C'est une affaire de solidarité, c'est vrai. On nous prélève, certes, mais au moment où peut-être on nous prélève, on n'est pas souffrant, mais c'est le jour qu'on est souffrant qu'on se rend compte que c'est une bonne chose. Une affaire de solidarité, un mécanisme de protection sociale qui s'illustre par l'amélioration des qualités de soins. Plus de 50 000 agents de l'État et ayant droit sont couverts aujourd'hui par l'INAM. Les risques financiers sont liés notamment aux maladies, aux accidents et à la maternité. Au niveau des enseignants, tout comme les autres agents de l'administration publique, on salue les avantages de l'INAM. Les prestations de l'INAM sont vraiment utiles pour les fonctionnaires que nous sommes. Parce que parfois vous vous trouvez devant des années devant des dépenses à faire. Et c'est grâce aux prestations de l'INAM qu'on s'en sort. Vous êtes malade, on vous prescrit des produits. L'INAM souvent prend en charge une bonne partie des dépenses à faire. C'est positif. La fraction, le pourcentage que l'INAM prend est très important. Et c'est en cela que les prestations de l'INAM nous réjouissent. Par rapport à la prise en charge dans le domaine de la santé, je crois que beaucoup de choses ont été bénéfiques pour nous. Surtout quand les enfants tombent malades, nous-mêmes, l'acquisition des médicaments, je crois que c'est un soulagement pour nous les fonctionnaires. Avec l'INAM, on arrive quand même à s'acheter les produits. Lorsqu'on est malade, on arrive à aller à l'hôpital. Quand madame est malade également, avec l'INAM, elle arrive à se soigner, à se faire soigner. Cela nous permet quand même de bénéficier de cette marge-là, de pouvoir la garder. Si ce n'était pas l'INAM, on serait obligé de payer à 100% le prix du produit. Cette protection sociale est construite autour de la solidarité, de l'équité et de l'universalité. Le mécanisme d'inclusion au régime d'assurance maladie entend s'élargir aux hommes et femmes des médias privés et très bientôt une couverture sociale des étudiants. C'est une des annonces phares du projet de société du chef de l'État. La santé n'a pas de prix. Une fois que nous sommes malades, à l'hôpital, on nous traite sans voir ce que nous avons dans la poche. Et c'est une joie pour nous. Les parents n'auront plus à souffrir, à aller chercher de l'argent avant que nous soyons traités. Donc ils seront aussi contents. Quand ils savent qu'il y a une assurance qui va les aider. C'est une bonne chose et ça peut nous aider. Nous sommes dans l'inconscience que ça arrive très tôt. Pour que nous puissions bien profiter. Que nos parents aussi puissent faire moins de dépenses. Ici, nous sommes sur le campus universitaire de Lomé. C'est le temps de la pause. Dans la masse, la nouvelle est favorablement accueillie. Pognon, Casimir avait déjà subi des déboires liés à l'absence d'une protection sociale à l'université. L'année passée, j'étais tombé malade. Je suis allé au CHU campus. Malgré mon carnet du cours, on m'avait demandé certaines sommes que je n'avais pas. Donc là, je suis obligé de rentrer à la maison comme ça. Si on nous a fait cette assurance maladie, ça serait une bonne idée. Ça va nous avantager, quoi. C'est une bonne initiative parce que si le chef de l'État a bien pensé pour nous et pour cette assurance de maladie, parce que grâce à cette assurance, nous pouvons au moins les premiers soins
en cas de maladie. On ne sait jamais, tu peux venir au campus et tu te sens un malaise. Vu les conditions de maintenant, tu es malade, si tu n'as pas les moyens pour aller à l'hôpital, tu vas aller payer les produits chez les bonnes dames. Mais avec l'assurance, j'espère que les coûts seront réduits. Et avec la carte aussi, on peut aller se consulter. Ça va nous avantager, nous les étudiants. Donc je vais remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il nous fait. Et puisqu'on ne choisit pas d'être malade, le régime devra s'étendre à toutes les couches sociales. Les acteurs du secteur informel sont déjà annoncés. Les balises se posent pour que toute la population soit au rendez-vous de l'assurance maladie. Il suscite beaucoup d'espoir dans le monde agricole et même au-delà. Le MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole, fait languir plus d'un avec sa vocation basée sur le partage de risques. Mais d'où vient l'argent pour cet organe pour faire efficacement face à ses ambitions? Eh bien, regardez ce document de Sandra Ziabé. Après un bilan 2019 assez encourageant, de bonnes perspectives s'annoncent pour le MIFA SA. La BOA Togo veut augmenter ses niveaux de financement au secteur agricole. Ainsi, pour cette année 2020, la filiale togolaise du groupe bancaire présent dans 17 pays d'Afrique veut porter ses crédits accordés au secteur agricole à 7 milliards de francs CFA. Et avec ces 7 milliards annoncés, c'est notamment la mécanisation du secteur qui est visée. Un appui annoncé en hausse de près de 46% par rapport à l'exercice 2019 où les sommes allouées s'élèvent globalement à 4,8 milliards de francs CFA. Au Togo, c'est vrai, le secteur agricole souffre d'une pénurie de crédit car considéré comme à haut risque, notamment à cause du manque de structuration des acteurs et aussi parce que les établissements de crédit manquent de spécialisation technique pour l'évaluer. Ainsi, pour le MIFA SA, il s'agit notamment d'une part d'appuyer techniquement les acteurs agricoles dans la constitution et la présentation de leurs dossiers et d'autre part, via un partenariat avec l'établissement financier, de permettre une meilleure compréhension et ciblage des sous-secteurs à financer comme les intrants, la production, la transformation, l'exportation ou l'industrialisation. Toujours à propos des appuis financiers en faveur du MIFA, précisons que la société va bénéficier d'un financement de 7,5 milliards de francs CFA en vue d'appuyer le développement des PME et PMI dans les chaînes de valeur agricoles. Avec ce fonds du Khalifa Fund, qui a dans son viseur plus de 13 000 emplois agricoles, le MIFA SA va accompagner 2864 micro-entreprises qui pourront bénéficier d'un financement compris entre 2,5 millions et 5 millions de francs CFA avec une création de 8600 emplois. Rappelons que l'appui financier a fait l'objet d'un mémorandum signé en début de semaine dernière entre les deux parties. Notons qu'outre ces facilités annoncées, un autre accord a été signé dans la foulée entre le MIFA SA et African Lease Togo en vue de financer des entreprises de prestation de services de mécanisation. Il s'agit là de débloquer un fonds de 2,3 milliards de francs CFA pour fournir une centaine de tracteurs modernes aux entrepreneurs agricoles. Et voilà, des financements extérieurs donc pour le MIFA. Seul bémol, les changements climatiques, il risque de plomber les efforts si rien n'est fait, d'où justement les efforts de lutte. Illustration avec le Fonds vert des Nations Unies, comment notre pays, le Togo, prend sa part dans ces financements. Les éclairages, Albertine Yakin. Le soutien à la préparation de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que l'apport des encouragements en faveur des projets à faible taux d'émissions de gaz, le Fonds vert se propose d'accompagner la dynamique, à en croire les experts. Aujourd'hui, le Fonds vert, à travers ces domaines stratégiques, s'attaque aussi bien à l'atténuation qu'à l'adaptation à travers donc, les différents types de projets qu'on peut élaborer. Nous avons des pratiques malheureusement chez nous qui accélèrent l'érosion. Donc il faut montrer que l'avancée de la mer est liée au changement climatique et dans ce cas, vous pouvez alors solliciter l'appui ou le financement du Fonds vert pour le climat. Si la mer avance parce que les gens sont en train de ramasser du gravier à longueur de journée,
ce n'est pas un phénomène de changement climatique. Et là, ça ne s'inscrit pas dans les critères du Fonds vert pour le climat. Oui, pour les projets de la zone côtière, mais à condition de montrer que ce sont des projets qui répondent à des problèmes causés par le changement climatique. Quelles sont les conditions qu'il faut remplir maintenant par le pays pour être éligible? D'abord, il faut être parti à la convention, ce que le Togo a déjà fait depuis 1996. Il faut également mettre en place un certain nombre d'institutions. Je veux parler de l'autorité nationale désignée du Fonds vert et du point focal, ce que le Togo a également déjà fait. Maintenant, au niveau national, tout le monde peut être bénéficiaire du Fonds vert pour le climat, que ce soit les personnes morales, que ce soit les personnes physiques, que ce soit l'administration publique, que ce soit le secteur privé, tout le monde peut être bénéficiaire du Fonds vert pour le climat. Les collectivités territoriales qui viennent d'être mises en place peuvent également être éligibles au niveau du Fonds vert climat. Et justement, cela m'amène à préciser également un autre aspect au niveau du Fonds vert, c'est les instruments financiers. Étant donné que c'est par les projets que nous accédons à ces ressources du Fonds, il y a un certain nombre d'instruments financiers qui sont attachés à ces différents projets et programmes que nous faisons. D'abord, le tout premier instrument financier, c'est les dons. Donc, cela veut dire que le Fonds vert octroie des dons, des subventions gratuitement à tout bénéficiaire. Mais à condition que vous montez des projets qui puissent être en phase avec les priorités nationales dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Le canal de lutte contre le réchauffement climatique est un accompagnement du Fonds vert pour le climat. Créé depuis 2010 à Cancún, au Mexique, le Fonds vert est un mécanisme international dont l'objectif consiste à réduire des émissions de gaz à effet de serre en vue de permettre aux populations l'adaptation des impacts du changement climatique. Ceci dans l'optique de la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau, les transports, l'innovation liée au climat et aux infrastructures. Retour dans les champs, je vous l'annonçais dans les titres, une filière en vue en ce moment, eh bien ce sont les cultures de rente, la production a augmenté, la commercialisation s'ensuit, conséquence des réformes opérées dans le secteur. À quels indices mesure-t-on les résultats? Qu'est-ce qui a véritablement changé? Eh bien des éléments de réponse, c'est avec Lucassi. Les filières de rente connaissent une nette évolution en ce qui concerne la production et la commercialisation. C'est l'exemple du coton, dont la production est passée de 27 000 tonnes en 2010 à 137 255 tonnes en 2018. Une production qui a donc quintuplé sur 8 ans. Une prouesse imputable aux différentes réformes impulsées par le gouvernement. L'on note la restructuration du secteur avec la création de la nouvelle société cotonnière du Togo NSCT et la mise en place de la Fédération nationale des groupements des producteurs de coton. Les cotonculteurs du pays et tous les autres acteurs locaux de cette chaîne de valeur parviennent dorénavant à tirer leur épingle du jeu. En plus du coton, le café et cacao affichent également des données impressionnantes. Ils enregistrent un accroissement de 76% pour le coton et 107% pour le café sur la période circonscrite entre 2012 et 2018. Ainsi, la production est passée de 10 843 tonnes à 19 076 tonnes pour le café et de 6 126 tonnes à 12 674 tonnes pour le cacao sur la même période. L'impact de cette progression relevée ne se fait pas attendre. Il a réjailli sur la croissance agricole qui a aussi fait de ce pas un bond significatif. De 3,95% en 2010, il est passé à 5,63% en 2018 avec un pic de 14,32% en 2014, soit une croissance moyenne de 6% par an. Avec la restructuration du mécanisme incitatif du financement agricole basé sur le partage de risque MIFA-SA, le gouvernement dispose des arguments désormais pour capitaliser ses acquis et faire évoluer la production agricole. L'implémentation du Plan national de développement 18-22, surtout son axe 2, permettra d'atteindre cet objectif. Outre les cultures de rente, la croissance agricole est aussi portée par les récents progrès du pays en matière d'agriculture. C'est un secteur qui représente 40% du PIB national et 60% des emplois.
Autant maïs, riz, mil ou autres produits produire toujours plus, oui, mais en tenant aussi compte des ennemis. Les chenilles légionnaires font toujours ravage. Les combattre efficacement relèvent d'une technique, d'un savoir-faire, d'où les champs écoles ici, dans la région de la Kara, que donnent les résultats faladés. Nestor Mozouf nous en dit plus. En 2018, le gouvernement togolais a sollicité auprès de la Banque africaine de développement un appui financier afin de poursuivre ses efforts dans le combat contre la chenille légionnaire d'automne, un ravageur qui engendre d'énormes pertes de production, surtout de maïs, de riz et de produits maraîchers. L'Institut de conseil et d'appui technique est l'un des services sollicités pour cette opération pilotée par la FAO. Dans ce contexte, l'ICAT a mené des activités dont les CEA, Champs École Agriculteurs, de lutte contre la chenille légionnaire d'automne. À la fin de ces activités, l'ICAT a initié des visites interproducteurs pour un bilan et une présentation des résultats, comme ici à Faladé, dans la Bina. Nous avons conduit ces champs agriculteurs à travers des animations. Ces animations ont tourné autour des thématiques. La chenille, il y a plusieurs luttes et il faut une lutte intégrée. Et nous avons fait avec eux la lutte biologique qui consiste à utiliser des biopesticides. En termes de biopesticides, nous avons les poudres de Nîmes. Nous avons fait également la lutte mécanique qui consistait tout simplement à faire des observations et trouver les œufs de cette chenille-là et puis les larves et pouvoir les écraser. Les producteurs bénéficiaires des champs écoles témoignent avoir acquis assez de connaissances pour pouvoir venir à bout de la chenille légionnaire. Nous avons acquis beaucoup de choses. L'innovation du produit de Nîmes. Et aujourd'hui, nous avons pu arriver à maîtriser et à éliminer les chenilles légionnaires d'automne. Dans le champ où on a mis le produit, nous avons eu plus de rendement. Parce que sur 1/8, nous avons récolté 3 sacs. Et sur la même parcelle de 1/8, nous avons récolté 2 sacs. C'est pourquoi nous voyons qu'il y a une différence de rendement. Nous félicitons beaucoup l'État pour nous avoir donné ces méthodes de traitement. Pour la campagne écoulée dans la région de la Kara, l'ICAT a mis en place 14 champs écoles à raison de 2 par préfecture. Il envisage de faire plus pour la campagne prochaine, de sorte que l'expérience puisse toucher un plus grand nombre de producteurs afin de leur permettre de maîtriser les techniques de lutte intégrées contre la chenille légionnaire d'automne. Dans le reste de l'actualité, en cette campagne, l'Agence nationale pour la sécurité alimentaire sensibilise les paysans sur le PND, les filières porteuses. L'objectif, c'est de faire des agriculteurs de vrais entrepreneurs. Comment cela se passe sur le terrain? Voici le récit de Désiré Aloy. L'ambitieux programme Le Plan national de développement, un nouveau cadre référentiel de développement qui lance le Togo sur la voie de son émergence, en amont des dispositions pour le soutenir. Dans le domaine agricole, le gouvernement met le bouchée double en menant les producteurs agricoles, premiers acteurs dans les chaînes de valeur, à opérer une dynamique, choisissant des filières porteuses, créatrices d'emplois et de richesses. Le directeur général de l'ANSAT, face aux producteurs de Aouda, dans la préfecture de Sotouboua, de Bonangana, Sada, dans Tchaoudjo et à Tchamba. Une tournée de sensibilisation donc sur le PND. On les a rassurés sur les dispositions qui ont été prises dans le cadre du PND pour résoudre définitivement le problème d'écoulement du maïs notamment. Il faudrait mettre ça à l'actif du gouvernement qui créer des facilités au secteur privé et c'est ce qui explique même l'installation des 2 unités, des 2 usines de transformation à Lomé et puis à Tchévier. C'était le premier point. Le deuxième, présenter le plan national de développement, la carte de fertilité des sols qui existe aujourd'hui. C'est un outil important, appartient aux paysans de rentrer en contact avec les structures techniques de notre département, notamment l'ITRA. L'ITRA a généré de nouvelles semences beaucoup plus performantes et qui sont résilientes au choc climatique. Donc avec la facilitation du MIFA, on a dit aux paysans que oui, c'est possible pour eux d'aller chercher les fonds au niveau des banques et les traduire en production pour les engager dans les usines de transformation qui commencent par s'installer ou bien pour
exporter. Les modalités de construction de stocks de sécurité, l'autre enjeu de sensibilisation. Nous demandons plus d'engagement, de volonté et d'ambition au niveau des producteurs pour qu'on puisse valoriser au mieux tous les outils que le gouvernement met à la disposition des acteurs du secteur agricole. Aujourd'hui, le gouvernement a élaboré un code foncier qui a été adopté par l'Assemblée nationale, donc adopté aussi, promulgué par le gouvernement togolais, qui permet aux paysans et aux opérateurs économiques de venir s'installer là où ils veulent pour faire prospérer, comme je le disais, leurs activités. Aller tout simplement vers la diversification pour diversifier leurs sources de revenus. Le Togo ambitionne atteindre une croissance économique forte, durable, résiliente et inclusive. Aujourd'hui, nous ne sommes plus appelés paysans comme dans l'ancien temps. Aujourd'hui, nous sommes des agriculteurs, nous sommes des hommes d'affaires. Et cela va nous permettre maintenant d'augmenter notre richesse. Lorsque vous sillonnez les fermes, vous n'allez pas trouver les fermes comme c'était les fermes d'antan. Les fermes sont transformées, surtout à travers les activités de l'ANSAT. L'ANSAT nous a initiés et nous a permis maintenant d'être ouverts. Actuellement, nous avons nos fonds dans les banques. Nous travaillons avec les banques. Nous sommes libres d'aller faire des prêts au niveau des banques. Cela nous permet maintenant d'augmenter nos superficies agricoles et d'entreprendre autre activité. L'agriculture togolaise, appuyée par de multiples programmes et projets encadrés par le MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole, se trouve dans un vase de chaîne de valeur bien structurée. Le directeur général de ANSAT a convié les producteurs de Aouda, de Bonangana, Kada et de Tchamba, les producteurs à travers tout le pays, à se convertir en entrepreneurs agricoles et soutenir les trajectoires de contribution boostant le secteur agricole. Un mot de politique, c'est demain, je vous l'annonçais, que la Cour constitutionnelle statuera sur les résultats définitifs de la présidentielle du 22 février dernier. Mais déjà, les jeunes cadres et entrepreneurs du collectif pour le développement saluent et félicitent le président Farouk Singbe pour sa réélection. Nous reviendrons sur le sujet en image demain dans nos éditions. Et voici justement le communiqué de la Cour constitutionnelle du Togo. Au terme de l'article 104 du Code électoral, la Cour constitutionnelle proclame solennellement l'ensemble des résultats définitifs des opérations référendaires des élections présidentielles, législatives et sénatoriales après règlement des cas de contentieux pour lesquels elle a été saisie. À cet effet, le président de la Cour constitutionnelle informe les partis politiques, les candidats à l'élection présidentielle du 22 février 2020 et la population que la Cour procédera à la proclamation des résultats définitifs de la dite élection le mardi 3 mars 2020, demain donc à 15h à son siège cité Ouya à Lomé, villa numéro 15. Autre communiqué de la SOET, la direction générale de la SOET informe son aimable clientèle que suite à un incident survenu sur les ouvrages de la CEB le dimanche 1er mars 2020 aux environs de 14h, la fourniture de l'énergie électrique est interrompue dans les localités suivantes: Nyamasila, Pessi, Dégou, Moretan, Yebou, Blita, Yalumbe, Tsaloude, Agbandi, Assouma Kondi, Langabou, Atikpaï, Pagalagar, Pagala Village, Tadjan, Tifama et leurs environs. Les équipes techniques de la CEB et de la SOET sont à pied d'œuvre pour un retour à la situation normale dans les meilleurs délais. La direction générale de la SOET présente ses excuses à sa clientèle pour les désagréments et la remercie pour sa bonne compréhension. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir de partout sur la télévision togolaise et notamment de Libreville au Gabon. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée. L'Agence nationale de la protection civile vous présente la météo.